Bonjour à toutes et tous, merci de vous être rendus disponibles pour cette audition dans le cadre de la commission d'enquête dite populaire du groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale. C'est une commission d'enquête qui est coordonnée par ma collègue Aurélie Trouvé, députée de Seine-Saint-Denis, et qui concerne divers volets, les dégâts écologiques des Jeux Olympiques, le nettoyage social, les coûts cachés de ces JO et le volet liberté fondamentale dont je suis en charge. Hier, nous avons fait une première audition sur l'extension de la surveillance pendant ces JO qui ont servi de prétexte à un déploiement sans précédent de nouvelles technologies et de restriction des libertés, notamment le droit au respect de la vie privée. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au volet justice, donc à l'activité de la justice pendant cette période et aux conséquences aussi sur les personnes détenues. C'est pour ça que j'ai à mes côtés Madame Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature, Monsieur Laurent Degouilly, secrétaire national du syndicat de la magistrature, Madame Prune Mizoff, responsable analyse et plaidoyer de l'Organisation internationale des prisons, qui a notamment publié en juillet un numéro spécial Paris 2024, la répression dans les starting blocks, et Monsieur Guillaume Arnaud, enfin Maître Guillaume Arnaud, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Vous êtes notamment, je crois, à Bobigny, où est votre cabinet, et vous êtes membre du syndicat des avocats de France. Donc on a plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. La première, à chacun d'entre vous, assez générale, quel impact vous avez constaté sur l'activité de la justice pendant ces Jeux Olympiques? Comment elle s'est préparée, puisque il nous semble que notamment la promotion des magistrats de l'École nationale de la magistrature, promotion d'il y a quelques années, la plupart des postes ont été dirigés, enfin fléchés vers les tribunaux de Paris en prévision des Jeux Olympiques. Ensuite, est-ce que vous avez observé une croissance de procédures que nous, on appelle expéditives et qui portent atteinte aux droits de la défense et dont on propose la suppression, à savoir la comparution immédiate? Est-ce que les délits qui ont été créés par la loi Jeux Olympiques de 2023, qui est la loi qui a mis en place la vidéosurveillance algorithmique, mais qui a créé aussi de nouveaux délits, notamment l'entrée illicite en récidive, ou en réunion dans une enceinte sportive en aggravant les peines, est-ce que ces délits ont été finalement utilisés? Et au niveau de l'incarcération, donc la France a atteint de nouveau un record de surpopulation carcérale, puisqu'il y a plus de 78 500 détenus à l'heure où on se parle. L'OIP avait publié en mars une première alerte sur les risques de la surpopulation. Notamment, je pense, dans mes souvenirs, votre communication s'appelait est-ce que les JO de Paris vont gagner la médaille de la désincarcération ou de la surpopulation? De la surincarcération, voilà. Est-ce que finalement il y a eu une surincarcération et comment les droits des personnes détenues ont été assurés pendant cette période? J'ai notamment visité par surprise la maison d'arrêt du Val d'Oise d'Osny en juillet, où la direction nous a signalé que des activités étaient supprimées pour les détenus pendant la période. Est-ce que vous avez des données chiffrées, ou est-ce que vous avez eu des cas, des signalements de violation des libertés fondamentales dans les établissements de privation de liberté pendant cette période? Merci beaucoup. On va peut-être d'abord écouter le syndicat de la magistrature sur la préparation des différentes juridictions pour la période et ce que vous avez pu observer. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Est-il nécessaire que je présente le syndicat de la magistrature en quelques mots? Donc, le syndicat de la magistrature, je le rappelle, donc on sera deux à intervenir pour le syndicat de la magistrature. Est un syndicat de magistrats, le deuxième syndicat de magistrats en termes de représentativité. Donc,
voilà, on est à peu près un tiers des magistrats aux élections professionnelles qui votent pour le syndicat de la magistrature. Mais donc c'est un syndicat qui représente les intérêts de la magistrature de manière plus générale. Et donc on a la spécificité d'être très investi dans le mouvement social et de travailler avec beaucoup d'organisations et d'associations partenaires sur toutes les questions d'état de droit, de liberté publique, de surveillance. Soit dans le cadre de réflexions qu'on partage avec les parlementaires à l'occasion de travaux parlementaires comme celui-ci, soit à l'occasion de recours que l'on forme aussi, parce qu'on mène aussi des combats par le droit sur tous ces sujets. Voilà, et donc nous sommes tous les deux membres du bureau national du syndicat de la magistrature. Et donc notre expertise, elle se fonde quand même en premier lieu sur les remontées de nos collègues dans les juridictions que l'on prend soin d'obtenir lorsqu'on prépare un travail comme celui-là. C'est avant tout une expertise de magistrat de terrain. Et donc, ça me permet de faire une petite incise sur le contexte dans lequel on a préparé cet échange, puisque comme on a été prévenu assez peu de temps à l'avance et qu'on est encore en période estivale, on a eu des difficultés à obtenir des informations de nos collègues qui étaient sur les sites judiciaires concernés par les Jeux Olympiques pour savoir précisément comment ça s'était passé au cours de l'été. On a récupéré quelques statistiques et on va vous faire un certain nombre de remarques qui portent notamment sur l'avant. Et c'est vrai que sur vraiment comment ça s'est passé dans les tribunaux pendant toute cette période-là, on est un peu plus court du fait de la préparation, enfin du timing. Alors nous, quand on a préparé cet échange, on s'est dit qu'on pouvait apporter notre éclairage sur deux questions. Ce que les Jeux Olympiques ont fait au service public de la justice dans le sens organisation. Et donc là, on peut parler un peu des RH, de l'organisation des tribunaux, voilà, comment ça a impacté cette part-là. Et puis, ce que les Jeux Olympiques ont fait à notre arsenal juridique. Et là, on pourrait parler à la fois des modifications législatives, mais aussi des pratiques judiciaires et administratives. Il y a quelques points qu'on souhaitait évoquer devant vous ce matin dans cette deuxième partie. Avant de répondre à ces deux questions qu'on a préparées, il me faut parler du postulat erroné, on en a désormais la certitude, sur lequel le ministère de la Justice s'est fondé pour la préparation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire le postulat, c'était une très forte augmentation du volume de l'activité pénale. Et donc les Jeux Olympiques ont été considérés comme une priorité nationale. Le ministère de la Justice a été très associé à la préparation du dispositif plutôt sur un volet sécuritaire, qui était essentiel pour le gouvernement. Et donc on a été associé, le ministère de la Justice a été associé à des groupes de travail interministériel. Il y a eu un groupe de travail au sein du ministère. Et c'est vrai que c'était un volet sécuritaire. Il va y avoir une forte activité pénale. Et donc, il faut qu'on se mette en ordre de bataille pour ça. Et comme ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a une très grande hybridation entre l'activité judiciaire et l'activité de prévention et de maintien de l'ordre, on s'est trouvé très naturellement pour l'exécutif impliqué dans la préparation de l'événement. Donc avec des projections complètement fausses sur le volume d'activité. Pendant toute la période préparatoire, notre organisation syndicale n'a eu de cesse d'interroger le ministère de la Justice sur son modèle prédictif, parce que vraiment on ne comprenait pas, quoi. On se demandait sur quelles données il se basait pour prévoir une telle augmentation de l'activité juridictionnelle. Donc, on pensait éventuellement aux précédents Jeux Olympiques. On leur a même donné des pistes. Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements là-dessus? On a écrit, j'ai apporté un courrier dès l'automne 2023. On s'est inquiété de ça. Et on n'a pas eu de réponse. En fait, on n'avait pas de réponse. Le ministère de la Justice, en tout cas, nous, c'est l'analyse qu'on fait. Et c'est l'analyse qu'on faisait à ce moment-là, n'ayant lui-même
on n'a pas eu l'impression qu'ils avaient des données cachées qu'ils ne voulaient pas partager avec les organisations syndicales. En fait, ils disaient de façon assez explicite qu'eux-mêmes ne savaient pas d'où provenaient ces projections d'augmentation d'activité juridictionnelle, mais c'est ce qui ressortait en gros des discussions interministérielles. C'était comme ça, il fallait se préparer. Donc voilà, ça c'est plus une interrogation sur la décision publique, c'est-à-dire comment on en vient à bouleverser à ce point des organisations, parce qu'il y a eu des conséquences importantes dans les juridictions et dans la RH, on en vient à bouleverser à ce point des organisations sur des données en fait qui sont inexistantes. Enfin, nous, on ne sait pas sur quoi ça s'est fondé pour à ce point modifier les choses. Et j'ajoute que les précédents grands événements qui ont été organisés en France auraient pu nous servir de curseur pour essayer de mieux calibrer, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, c'est pareil, ça interroge beaucoup en termes de décision publique. Il y a eu la Coupe du monde du rugby et surtout, moi j'ai regardé en préparant le sommet du G7 à Bayonne, donc c'était en 2019. Ça a été le branle-bas de combat dans l'organisation des juridictions au moment du G7, avec des permanences doublées, des créations d'audience, etc. Parce que pareil, on prévoyait un très gros volume d'activités juridictionnelles en prévision d'éventuels mouvements sociaux. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été vraiment morne pleine pendant l'événement. Et il y a eu moins d'activités. Il y a eu 3 ou 4 comparutions immédiates à Bayonne et à Dax, alors que c'est-à-dire beaucoup moins que d'habitude. Même si ce n'est pas des juridictions qui ont une activité pénale très soutenue comme en région parisienne. Mais bon, voilà, tout ça, ce sont des enseignements. Enfin, on n'a pas tiré de toutes ces expériences des enseignements. Donc voilà, ça pose vraiment question. Et là, pour l'événement Jeux Olympiques, il y a des tableaux de bord très complets qui ont été mis en place quotidiennement pour un reporting extrêmement serré de toute l'activité juridictionnelle en lien avec les Jeux Olympiques. Donc nos collègues devaient remplir des tableaux avec le nombre de gardes à vue, de déferments, les suites pénales, les audiences, les condamnations, etc. Donc on a vu ces tableaux. Déjà, il y a des tableaux qui étaient à renseigner par toutes les cours d'appel, dont la plupart n'étaient pas concernés par les sites Jeux Olympiques. Donc quand même une grosse activité de reporting assez inutile à nos yeux. Et le tableau actualisé du 10 août, donc qui fait le bilan de l'activité pénale entre le 24 juillet et le 10 août, recense 84 condamnations par les tribunaux, donc c'est au national, pour des infractions qui sont en lien avec les Jeux Olympiques. Alors, c'est un peu difficile comme ça d'évaluer en valeur absolue, mais ce que je peux vous communiquer comme données pour essayer d'avoir un peu, de se faire une idée de ce que ça représente, c'est très résiduel, voilà, mais ça c'est une affirmation. Donc ce que je peux vous donner comme données, c'est dans le rapport d'activité, dans les chiffres clés de la justice 2023, il y a le nombre de condamnations annuelles, c'est 236 400 condamnations, et donc ça fait à peu près 20 000 par mois, sans compter les 90 000 CRPC et les 197 000 ordonnances pénales. Donc ça, c'est les chiffres clés. C'est 20 000 condamnations tribunaux correctionnels par mois, alors que là, 84 condamnations JO, il n'est pas précisé si dedans il y a les CRPC, mais peut-être, et potentiellement, en tout cas, c'est très très peu. Et donc, bon, voilà, c'est un des indicateurs qui montre qu'on s'est complètement trompé sur cette question-là. J'ajoute qu'il est difficile de connaître la réalité de l'activité pénale générée par les JO, parce que si on regarde précisément les infractions et la façon dont ça a été renseigné, la statistique policière en fait, et même judiciaire, puisqu'il y a eu une création d'une rubrique dédiée dans le logiciel qu'utilisent les magistrats, dédié pour qu'on coche la case JO quand c'était en lien avec les JO. Mais en fait, quand on discute avec les collègues, et ça c'est des choses qu'on nous a racontées, par exemple, un automobiliste arrêté sans permis de conduire à proximité du Stade de France, donc un défaut de permis de conduire, mais c'est à côté du Stade de France, on va cocher la case JO. Donc ça va rentrer dans les stades JO. Alors éventuellement, enfin je dis pas que que ça a été fait de manière généralisée, mais ce sont des pratiques qu'on nous a signalées. Donc voilà, tout ça pour dire que la statistique, c'est un peu difficile d'en faire quelque chose, mais que même en ayant une statistique
très pointu, très resserré, du reporting quotidien, avec une évaluation, je pense, à la hausse des qualifications, on arrive sur un nombre de condamnations qui est quand même très bas. Donc, vraiment grande question sur ce volume d'activité qui, pour autant, a été énormément anticipé et qui a eu des conséquences durables sur l'organisation des juridictions qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Donc, ce que les Jeux olympiques ont fait au service public de la justice, et notamment aux juridictions judiciaires dans leur organisation, 2 points, un point RH et un point plutôt organisation. Donc, le service public de la justice s'est mis en ordre de bataille. Dès 2023, il a adapté la gestion des ressources humaines à cet événement, d'une durée de 3 semaines quand même, je rappelle, enfin un peu plus, mais... et donc, ont bouleversé leur organisation, encore une fois, sur des choses tout à fait hypothétiques. Tous les mouvements de magistrats de l'année 2023 ont été marqués du sceau des Jeux olympiques, ce qui a abouti à des arbitrages totalement injustes dans un corps qui est marqué par la pénurie en matière de ressources humaines. Ça a été annoncé comme ça, hein. On va pourvoir les 6 Jeux olympiques. Donc tous les tribunaux de groupe 3 et 4, les petits tribunaux, ont été lésés dans l'affaire et au moment des arbitrages, des dialogues de gestion, n'ont pas eu les effectifs qu'ils auraient dû avoir parce qu'on a priorisé les Jeux olympiques. À la sortie d'école, c'est très net, la promotion 2021, effectivement, il y a eu énormément de magistrats placés volants qui ont été affectés sur les cours d'appel de Paris et de Versailles en prévision des Jeux olympiques, le double des années précédentes. Des contractuels ont été engagés avec des fins de contrat au 31 décembre 2024 pour les Jeux olympiques, 140 contractuels de catégorie C notamment ont été engagés pour ça, avec des fins de contrat au 1er janvier 2025. Ce qui, en fait, tout ça, on veut soulever la difficulté qui est que maintenant, ça, c'est des choses qui sont fixées, des organisations qui ont été plus ou moins pérennisées pendant l'année 2024 pour se préparer aux JO, mais sur lesquels il va être très difficile de revenir. Et par exemple, pour ces 140 contractuels qui ont intégré les organisations, les fins de contrat au 31 décembre 2024, ça peut poser des très grosses difficultés, parce qu'après, évidemment, on les digère et on ne peut plus s'en passer. Et sur les RH, il y a eu des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des chefs de juridiction ou de cour, mais on les comprend très bien, qui se sont dit moi j'ai profité des JO pour récupérer les effectifs, mais ça se fait au détriment d'autres et avec une gestion assez injuste. Et pour la période à proprement parler des Jeux olympiques, pour terminer sur la RH, avant de laisser la parole à mon collègue sur les organisations, on a mobilisé beaucoup de magistrats pour des astreintes, des audiences supplémentaires, etc. Et dans la réalité, comme l'activité n'a pas été celle qu'on prévoyait, il y a des juges placés qui ont été véritablement désœuvrés. Ça, c'est ce que nous ont dit les collègues en juridiction. C'est-à-dire, parce qu'évidemment, quand on vient un juge pour 3 ou 4 semaines dans une juridiction, on ne peut pas se lancer dans du travail au long cours qui est le propre de notre travail. Et donc, il y avait des magistrats qui étaient véritablement désœuvrés. Et donc, c'est vrai que ce gâchis de moyens, dans la situation dans laquelle on est, laisse un goût un peu amer. Après, je trouve que c'est toujours un exercice un peu difficile parce que, comme l'événement que l'on a préparé s'est très bien passé, il y a toujours un peu cette idée de qu'est-ce qui se serait passé si finalement il n'y avait pas eu tous ces juges placés. Mais on peut quand même identifier vraiment des difficultés, notamment dans la préparation sur des données qui nous semblent très, très aléatoires, voire fantomatiques, quoi. Donc, en tout cas, nous, qu'on n'a jamais vu. Je laisse la parole à mon collègue sur la partie organisation. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez également des informations sur l'éventuel désœuvrement et les ressources humaines qui auraient été affectées uniquement en prévision des JO, s'agissant des greffiers, des personnels administratifs, vous avez parlé des contractuels, donc les juristes assistants, etc. Et est-ce que les personnels du ministère de la Justice, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, ont eu la prime Jeux Olympiques cet été ? Alors, il y a eu une prime Jeux Olympiques qui a été allouée au personnel du ministère de la Justice, donc tout personnel confondu. Et sur la question du désœuvrement d'autres que des magistrats qui étaient là pour les Jeux Olympiques et qui du coup, n'ont pas été
dédié à ces tâches-là. On n'a pas d'informations particulières, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une hausse de l'embauche de contractuels en prévision des Jeux Olympiques. Mais évidemment, plusieurs mois à l'avance, ils ont fait autre chose que ça. Et ça c'est une difficulté qu'on a, mais c'est quelque chose qu'on avait mis en lumière antérieurement dans une étude. On a du mal à... oui, l'institution judiciaire n'est pas encore rompue à l'intégration dans ses équipes de travail de contractuels. Et donc, ça se fait plus ou moins bien, mais il y a un certain nombre de contractuels qui se plaignent d'un certain désœuvrement ou d'une certaine maltraitance, mais même, oui, d'un certain désœuvrement. Et d'ailleurs, il y en a qui partent parce qu'ils sont dans des postes qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on leur avait vendu ou de ce qu'ils espéraient. Mais je pense que ce n'est pas spécifiquement lié aux JO. Les JO, ça a amplifié le phénomène parce qu'il y a eu une vague de recrutement. Voilà. Merci. Alors, sur la partie plus précisément organisation juridictionnelle, des éléments qui nous sont remontés par donc des collègues magistrats qui travaillent dans les juridictions notamment parisiennes, qui étaient désignés comme principalement impactés du fait de leur situation géographique, principalement impactés par l'activité des JO. Ce que l'on sait sur l'organisation, la réorganisation des juridictions pendant la période, c'est que cette réorganisation comprend plusieurs séquences. Des séquences, je vais essayer de donner quelques éléments sur les séquences les séquences de préparation les plus lointaines pour revenir à celles qui nous sont plus proches. Essayer de faire des liens, mais encore une fois, c'est vrai que aujourd'hui, en dépit du fait que l'on dispose, nous, de suivis statistiques particuliers et des tableaux renseignés, ces tableaux n'ont pas eu vocation à être diffusés de manière suffisamment large pour que l'on puisse, à la lumière de ces tableaux, comparer l'efficacité, la pertinence dans la mise en place de chacune des étapes de préparation dans l'organisation juridictionnelle. Et comme le disait très très justement Kim, et c'est une question qui affecte aussi celle de l'organisation juridictionnelle, on ne connaît pas les critères ou les fondements de la décision publique, c'est-à-dire quels étaient j'allais dire, qu'est-ce qui pouvait fonder l'appréhension d'une augmentation aussi massive de l'activité pénale des juridictions. Alors, si on prend ces séquences de préparation de la plus ancienne à la plus... ou de déroulement de la plus ancienne à la plus récente, on a novembre 2023 à peu près, mise en place d'un groupe de travail au sein du ministère de la Justice, qui m'en a parlé tout à l'heure. Première réunion autour du 15 novembre. Donc c'était un groupe de travail qui était mis en place. C'était pas, si vous voulez, c'est les questions de réorganisation des juridictions affectées n'a pas été traitées selon les canaux classiques du dialogue social, qui sont les comités sociaux d'administration au niveau ministériel, au niveau des services judiciaires pour les magistrats, les greffiers, notamment. Donc voilà, une structure un petit peu particulière qui a été un peu dédiée, qui a été mise en place, mais pas qu'au sein du ministère de la Justice, il en existait dans chacun des ministères. Il existait même un groupe de travail interministériel qui a impacté directement les questions posées aux agents de la justice. Donc ce groupe de travail justice JO en substance, avait vocation à traiter des questions type organisation des congés, présence des effectifs pendant la période des Jeux Olympiques. Ne pas oublier que la période des Jeux Olympiques, elle se superpose d'une part avec une période de congés classiques, ça on l'a tous compris, juillet-août, aussi avec une période de service allégé, dite vacations judiciaires, dans lesquelles les tribunaux ont l'habitude de restreindre leur activité. Alors, c'est pour pas être trop étendu ni trop grossier sur ce que je vais dire étendu un peu au phénomène d'urgence, aux procédures d'urgence. C'est ça qui est plutôt dans les canaux, dans les audiences des juridictions en période de vacation. En gros, pour vous donner un exemple, si vous attendez la garde d'un de vos enfants devant le juge aux affaires familiales, il faudra attendre la rentrée judiciaire.
du mois de septembre ou de la fin août. Si par exemple il y a un souci particulier qui nécessite une décision urgente, vous pouvez pendant la période de vacation saisir le juge qui rend en urgence une décision, soit par le biais d'un référé, soit par le biais d'une ordonnance de protection. Mais cet exemple-là montre que l'activité juridictionnelle pendant cette période n'a pas vocation à être l'activité classique du reste de l'année. Donc ce groupe de travail, j'en reviens à cette question, évoquait des questions d'organisation des congés, conditions d'accès au périmètre sécurisé, et a laissé, j'allais dire, toute une série d'autres questions organisationnelles, mais très concrètes, hein. Par exemple la garde d'enfants, des personnels de greffe ou des magistrats qui devaient être mobilisés de manière plus spécifique pendant la période JO. La question de l'hébergement aussi de ces personnels en cas de mobilisation pour cause d'audience JO. Ces questions-là, elles n'ont pas été traitées directement par le GT du ministère de la Justice, le groupe de travail du ministère de la Justice. Ça, on nous renvoyait systématiquement aux réponses données par le groupe de travail interministériel. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, on s'est retrouvé un petit peu avec l'idée que ça allait se passer comme dans la période, vous savez, confinement Covid. C'est-à-dire, il y avait toute une série de professions qui avaient, notamment pour les gardes d'enfants, qui étaient des professions signalées comme étant devant faire l'objet d'une priorité. Et on sentait que les magistrats, là, c'était pas, voilà, ils n'avaient pas forcément une priorité, par exemple, de garde d'enfants, alors qu'ils devaient, pendant une période très singulière, se déplacer au tribunal pour siéger ou pour préparer un dossier. Donc voilà, il y a eu cette préparation-là, elle n'a pas donné une satisfaction pleine et entière parce qu'on avait le sentiment de questions, enfin, c'était pas vraiment un groupe de travail, le sentiment qu'ont pu exprimer certaines organisations syndicales représentées dans ces groupes de travail, et dès le départ, au fond, c'était un peu des conférences de presse, et on venait nous annoncer des choses, mais ce n'étaient pas des éléments sur lesquels on avait vocation à discuter en profondeur, justement pour adapter les réponses données à la spécificité du fonctionnement du ministère de la Justice. On avait l'impression que c'était un peu des données, des réponses génériques qui étaient données. À compter de l'année, du début de l'année 2024, donc ce groupe de travail s'est poursuivi, hein, bien sûr, mais on a eu également la circulaire de politique pénale de début janvier 2024, qui ciblait notamment certaines infractions pour lesquelles les procureurs généraux, les procureurs de la République devaient avoir une attention particulière dans les poursuites ou non qu'ils devaient engager. On avait bien sûr gestion des attaques terroristes, cybercriminalité, puis on avait beaucoup de gestion d'infractions de droit commun. Alors on a parfois l'impression d'une politique pas très ciblée, c'est-à-dire un peu attrape-tout. On disait, voilà, il faut faire attention aux infractions liées aux discriminations, au sexisme, à côté du survol de drones ou des choses comme ça. Donc on avait un peu alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, évidemment, pendant la période, ne pas tenir compte des infractions commises sur ces fondements. C'est juste que dans une circulaire spécifiquement prévue pour les parquets pour attirer l'attention sur des infractions particulières, on avait l'impression que ces infractions désignées spécifiquement là n'avaient pas fondamentalement leur place, alors qu'elles ont leur place dans la politique classique des parquets de poursuite. Alors à côté de ces infractions, on avait aussi une attention particulière qui devait être portée aux fraudes à la location, à l'hébergement, à tout ce qui est les infractions en lien à la vente de billets, à la contrefaçon, à la gestion des infractions liées au dopage. Et au fond, sur cette déclinaison des infractions spécifiquement visées par cette circulaire qui nous semblait peut-être plus rentrer dans le cadre JO, au fond, aujourd'hui, on n'a pas d'informations chiffrées sur j'allais dire, l'orientation des dossiers en fonction de la nature des dossiers. Et comme le disait Kim tout à l'heure, on a un peu le sentiment que, enfin c'est ce qui nous est retransmis par les collègues en juridiction, on a un peu le sentiment que des dossiers ont été estampillés JO, quand bien même le seul critère de rattachement, c'est le lieu et le temps, alors qu'il faudrait autre chose pour rattacher une infraction véritablement à la catégorie JO. Ce qui nous a été remonté et ce qui était prévu dans ces juridictions, je viens
à la période plus récente, c'était une organisation d'audiences de comparution immédiate supplémentaires chaque jour dans les grosses juridictions comme Bobigny ou Paris. C'est-à-dire le rythme classique en vacation. J'ai expliqué tout à l'heure les vacations judiciaires, ce que c'était la période de vacances. Pendant cette période, c'est en substance 2 audiences par jour. Là, il en a été rajouté une troisième. Enfin, potentiellement, on pouvait ouvrir une 3e audience de comparution immédiate dans ces juridictions parisiennes et à Bobigny. Et le syndicat de la magistrature le dit régulièrement, le dénonce régulièrement. Ouvrir une audience de comparution immédiate, c'est la remplir, parce que ça ouvre certaines facilités procédurales pour le parquet qui est en charge de l'enquête et de ses orientations, et puis de prendre des décisions d'orientation. Bon, voilà, une audience ouverte, dans notre jargon, c'est une audience remplie. Alors, ce que les collègues ont pu observer, c'est que donc juste avant l'ouverture des JO, c'est-à-dire juste avant vraiment le 24 juillet, très, très intense activité pénale dans les juridictions parisiennes, très très intense parce que les services d'enquête venaient un petit peu purger les affaires qu'elles avaient sur leurs étagères pour être libres, si vous voulez, pendant la période JO. Donc là, vraiment grosse activité qui tranche très singulièrement du volume d'activité à compter, je puis dire, de la cérémonie d'ouverture. Puisque, à compter de là, alors on a des expériences un peu éparses, Bobigny-Paris, je vais vous en faire état, mais ce qu'il demeure, c'est que ce soit à Paris ou à Bobigny, malgré tout, l'activité attendue, l'alerte, les mobilisations, tout ça ne s'est pas véritablement réalisé. Pour Bobigny, ce qui nous a été rapporté, donc, classiquement, 2 audiences de comparution immédiate par jour en période de vacation judiciaire, création d'une 3e audience. À Bobigny, elle a été très peu utilisée par le parquet. Très peu utilisée, elle a été manifestement mobilisée 1 à 2 fois sur la période considérée. Et là, ce qui nous a été rapporté, c'est que très très clairement, les collègues, notamment les magistrats du siège, s'interrogent encore vivement sur l'absence de lien étroit entre les infractions et les Jeux Olympiques. Donc c'était un peu estampillé Jeux Olympiques, mais il n'y avait pas vraiment dans les procédures d'éléments qui permettaient d'opérer un rattachement particulier avec les Jeux Olympiques. Mais dans cette juridiction particulière, il semble que le parquet, alors je vais le mettre là aussi entre guillemets, est un peu joué le jeu de ne pas sursaturer la possibilité ouverte d'une 3e audience. Cette circonstance-là tranche avec ce qui nous a été rapporté pour la juridiction de Paris, où on nous a, les remontées qu'on a, c'est côté parquet, l'activité pénale a été plus intense, renfort à la permanence P12, donc c'est un étage du parquet de Paris, et on nous dit effectivement beaucoup plus de garde à vue. Ça, c'est, alors moi je ne remets pas du tout la parole des collègues en cause, ils ont eu l'amabilité de nous retransmettre leurs expériences. Je pense quand même que, vu les statistiques dont nous disposons, c'est encore une fois difficile d'opérer des comparaisons fines aujourd'hui, mais il faut quand même une nuance quand on voit sur l'ensemble de la période 497 gardes à vue sur le territoire national sur les questions JO. Est-ce qu'on peut juger véritablement d'une explosion de ces gardes à vue? Je pense qu'il faut peut-être apporter un point de nuance sur ce point. Sur les audiences de comparution immédiate qui étaient ouvertes à Paris, une 3e audience ouverte, là aussi chaque jour, et là cette 3e audience a été plus remplie, mais dans la limite d'un seuil qui était fixé de concert par le siège et le parquet, de dire quoi qu'il arrive, on ne dépasse pas 12 dossiers par audience pour 2 audiences, c'est-à-dire 24 dossiers par jour. Et avec la 3e audience, on a mis 8 dossiers par audience, ce qui fait qu'on a amené quand même à 24 audiences. Donc là aussi, création d'une audience supplémentaire, mais pas véritablement d'afflux de dossiers supplémentaires comme ça. Voilà, alors ça c'était peut-être un point, et pardonnez si j'ai été un petit peu long, sur l'organisation juridictionnelle. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que par exemple à Bobigny, l'activité pénale reprend de manière extrêmement forte, et les causes de cette reprise ne sont pas connues. Mais voilà, c'est une donnée qui peut-être, il y a eu ce trou d'air des Jeux Olympiques où on s'est concentré que sur un certain nombre de choses, et là peut-être que d'autres choses reviennent un peu en boomerang. Voilà, je vous remercie.
Éventuellement, enfin, je ne sais pas si on prend encore 5 minutes. Il y avait 2-3 points qu'on voulait souligner plutôt sur les questions pratiques judiciaires. Mais là, on manque de données, donc c'est plus voilà, des questions qu'on voulait soulever. Évidemment, on sait que ce type de grands événements a souvent des conséquences dans l'arsenal juridique qui est mis en place de façon soi-disant exceptionnelle pour faire face à un événement exceptionnel et qui après rentre dans le droit commun. Voilà, et on sait que les questions d'expérimentation se déroulent souvent à l'occasion de ces événements-là. Donc là, c'est quelque chose qu'on a pu constater. Moi, je voulais soulever la question des amendes forfaitaires délictuelles. On n'a pas réussi à avoir accès aux statistiques, mais par contre, le Sénat a rendu a communiqué dans son rapport sur le narcotrafic des données sur les amendes forfaitaires délictuelles qui, moi, m'ont beaucoup interpellée. Et donc, je pense que ça serait vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé pendant la période Jeux Olympiques avec cet outil, parce que on se rend compte vraiment que c'est énormément utilisé par les policiers, l'amende forfaitaire délictuelle, et que en matière d'usage de subs, c'est ce que montrait le rapport parlementaire. Là où auparavant, en fait, il y avait énormément, enfin, très majoritairement des classements, y compris après alternatives. En fait, aujourd'hui, ce sont des AFD, c'est-à-dire des condamnations avec des casiers judiciaires et des premiers termes de récidive, etc. Donc, voilà, un traitement policier qui, comme ça, peut paraître, enfin, c'est comme ça que c'était vendu, un outil qui désengorge la justice et qui permet aussi, voilà, un outil un peu de policier pour pouvoir faire de la régulation sur la voie publique, hein, en verbalisant aux besoins des consommateurs de produits ou des délinquants routiers, et qui a été quand même assez dévoyé, d'ailleurs au point que la Défenseure des droits en demande maintenant la suppression de cet outil. Donc je pense que ça serait intéressant de se pencher sur cette question de l'utilisation des AFD pendant les Jeux Olympiques. Et nous, il y a aussi un autre sujet dont on a été saisi. Alors là, Bureau national, c'est le sujet des MICAS. Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui sont ces décisions du ministre de l'Intérieur qui permettent de limiter le déplacement dans un périmètre géographique. C'est un peu comme une assignation à résidence, enfin, on dit assignation à résidence pour aller plus vite, mais c'est une limitation des déplacements pour une durée de 3 mois, voilà, sur des éléments qui ne sont pas soumis au contradictoire et qui sont en tout cas souvent critiqués par les personnes qui contestent ces décisions devant le juge. Donc on sait qu'il y en a eu énormément pendant cette période Jeux Olympiques. Il y en a eu autant, je crois qu'il y en a eu 155 en prévision des Jeux Olympiques, donc quasiment autant que le nombre de MICAS qui sont prononcés par an sur les dernières années. Là, ça ressort notamment du rapport du ministère de l'Intérieur qui fait un rapport annuel au Parlement sur l'utilisation des MICAS. Donc il y a eu une très forte utilisation. On voit bien le glissement entre le moment où les MICAS ont été... Enfin, je veux dire, il n'y avait jamais eu autant de MICAS sur un laps de temps aussi restreint que depuis l'état d'urgence. Alors à l'époque, ce n'était pas les MICAS, c'était les assignations à résidence, mais c'était le seul moment où on retrouve une telle concentration. Donc on voit tout à fait le glissement entre des mesures qui sont prises en réponse à un moment où il y a eu des attentats terroristes très importants, et là, vraiment à titre complètement préventif pour un grand événement sportif. Donc ce glissement, il est vraiment notable. Et nous, on a été saisis de la question des MICAS prononcés contre les mineurs, parce qu'il y a cette question de l'articulation entre les mesures administratives et les mesures judiciaires. Donc c'est des questions qui avaient déjà été soulevées. Est-ce une MICAS peut être plus sévère qu'un contrôle judiciaire? Bon, voilà, toutes ces questions-là. Et là, il y a la question de est-ce qu'une MICAS peut finalement empêcher une décision judiciaire de s'appliquer? Et la réponse est oui, manifestement, mais il y a un tribunal administratif qui doit bientôt se prononcer sur la légalité de cette MICAS, mais c'est une MICAS qui concernait une mineure
qui avait été placé par le juge. Donc un placement par un juge des enfants, c'est une mesure judiciaire qui est préparée. Il y a un projet éducatif derrière. Voilà, c'est quand même une décision très importante. C'est aussi une décision d'éloignement du domicile. Je ne connais pas le dossier en particulier, mais qui est souvent lié aussi à des difficultés familiales, parfois de la violence intrafamiliale, etc. Bon, en tout cas, il y avait cette décision d'éloignement. Et il y a une micasse là-dessus qui est tombée sur cette mineure et qui a complètement compromis le projet qui était préparé de longue date par le juge des enfants et donc qui a empêché en fait la mise en œuvre de cette décision. Donc voilà, nous c'est quelque chose qui nous interroge. Il y a des recours qui ont été initiés contre ces décisions, donc on aura sûrement l'occasion de voir comment le juge administratif peut se prononcer et selon les moyens qui sont soulevés, s'il y a cette question articulation judiciaire administrative qui se repose. Mais je pense que c'est effectivement un point sur lequel, si votre commission d'enquête réfléchit aux conséquences des JO sur les pratiques policières et judiciaires, ça fait partie des choses, à mon avis, intéressantes à regarder. Oui, au même titre que les conséquences de la VSA. Vous avez entendu la quadrature du net, je ne vais pas m'étendre, mais voilà. On sait ce que valent les expérimentations judiciaires sur le long terme. Oui, merci beaucoup pour vous répondre sur les MICAS. C'est l'objet de notre audition de demain avec plusieurs avocats qui ont défendu des personnes qui ont fait l'objet de ces assignations à résidence créées par la loi SILT ces dernières semaines et qui les contestent. Voilà, merci beaucoup. On va peut-être écouter le syndicat des avocats de France. Donc, quelle activité vous avez qu'est-ce que vous avez pu observer dans la période? Et nous, on a entendu dire que des renforts pareils au niveau des avocats. Donc, on parle de plus de 250 avocats au barreau de Paris d'astreinte au tribunal judiciaire. Je ne sais pas si c'est les chiffres que vous aviez aussi. Donc, quel impact vous avez constaté sur la période et est-ce que vous avez eu à traiter de comparutions immédiates qui auraient été en lien avec les JO, par exemple? Effectivement, sur l'organisation de Paris, étant de Bobigny, je ne vais pas m'avancer plus que ce que je sais par des conversations avec des confrères, mais toute une politique de renfort a été mise en place à Bobigny. Madame le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis avait mis en place depuis février dernier une équipe de coordination spécifique d'avocats, c'est-à-dire 16 avocats désignés pour 1 an, en charge de gérer toute la commission d'office et du coup la défense d'urgence. Ça fait une équipe de 16 qui a été effectivement au combat et bien avant l'ouverture des JO sur les problématiques judiciaires qui pouvaient se poser au sein de la juridiction balbinienne. Une équipe qui reste en place après, parce qu'il y a effectivement le contre-coup des JO, des enquêtes notamment préliminaires qui ont pu être ouvertes pendant la période des JO, qui vont trouver leur achèvement maintenant et potentiellement des poursuites dans les mois qui viennent. C'est aussi ça le double effet JO. D'un point de vue du syndicat des avocats de France et du coup d'un point de vue militant, ce qu'on peut se dire, c'est que la critique première, c'est qu'en fait, ce genre de grand événement amène toujours le même phénomène, et à l'instar des expositions universelles, c'est-à-dire un phénomène de gentrification. Alors évidemment, quand on parle du monde judiciaire et du monde de gentrification, on peut se dire que dit-il, mais je vais m'en expliquer. C'est pour vous dire qu'effectivement, ces modifications durables de la géographie du 93 particulièrement parce que j'y travaille, parce que j'y demeure, est particulièrement prégnante actuellement. On le voit effectivement avec l'audition que vous avez pu faire de la quadrature du net, avec la VSA qui a été, donc la vidéosurveillance algorithmique qui a été largement mise en place dans le 93, avec un contour textuel extrêmement flou sur son usage, sur l'habilitation des agents à même d'utiliser ce genre de technique et sur les rapprochements qui pourraient être faits par les images qui sont faites et d'autres procédures judiciaires. Donc effectivement déjà, niveau urbanistique, une problématique avec la VSA, mais à mon sens, ce n'est pas évidemment le sujet principal du jour, parce que je pense que la justice a joué un rôle, et joue un rôle important par le biais des magistrats sur la gentrification du 93.
Je vais l'expliquer comme ça, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on a pu voir qu'antérieurement aux JO et pendant les JO a été prononcée de façon beaucoup plus massive par les magistrats des interdictions de paraître sur le territoire du 93 ou sur certaines communes, avec cette politique qui ne serait pas une politique de réinsertion en disant je vais vous extraire du milieu délinquentiel dans lequel vous pouvez être pour pouvoir vous mettre dans un autre milieu dans lequel peut-être vous pourrez vous épanouir et faire d'autres choses, mais plus de dire, eh bien écoutez, je vous interdis le 93, comme ça vous irez commettre la délinquance ailleurs. Évidemment, commettre la délinquance ailleurs n'est pas un projet de société que je risque de défendre, ni que le barreau de la Seine-Saint-Denis défend, parce que juste leur dire allez le faire dans le 77 ou allez le faire dans le 75, finalement ça n'a pas grand sens, et c'est là qu'on voit effectivement les déficits de ce genre de politique, surtout que c'est généralement des jeunes gens qui sont soit au titre du contrôle judiciaire, ce que je peux déjà beaucoup plus comprendre, soit au titre de peine complémentaire interdite du 93, avec évidemment toute la perte des attaches qu'ils peuvent avoir, alors amicales, malaisantes ou bienveillantes, mais en tout cas aussi les attaches familiales, les attaches des éducateurs qu'ils pouvaient avoir à cet endroit-là, les attaches du milieu associatif qu'ils pouvaient avoir à cet endroit-là. Et c'est pour ça que finalement la justice participe, à mon sens, pleinement du phénomène de gentrification qu'on connaît dans ce genre d'événements. Sur les JO, effectivement, et ça a été rappelé, il y a beaucoup de constats qu'on partage avec le syndicat de la magistrature, il n'y a pas de difficulté, c'est qu'effectivement, il y a eu un avant JO, et pour particulièrement la juridiction balbinienne que je connais, c'est des délits qui n'étaient pas poursuivis, ou poursuivis, on va dire, différemment, et qui faisaient l'objet avant de ce qu'on appelait les rappels à la loi, et maintenant des avertissements pénals probatoires, comme le vente à la sauvette de fruits ou de maïs à la sortie du métro, qui ont donné lieu finalement à des poursuites tout à fait différentes dans les mois en amont, et notamment avec des ordonnances pénales et des compositions pénales avec déferment, ça veut dire présentation devant un délégué du procureur à l'issue de la garde à vue, au-delà de la saisie, mais les gens se voyaient encore prononcer des interdictions de paraître qu'ils avaient d'ailleurs du mal à comprendre, parce que les délégués du procureur font ce qu'ils peuvent, mais quand ils doivent traiter évidemment un stock énorme de gens qui leur arrivent, plus les compositions pénales convoquées, eh bien effectivement ils ne prennent pas le temps d'expliquer réellement aux personnes ce que ça implique pour eux et de possibilités de poursuite, et non plus l'interdiction de paraître, avec évidemment le mésusage de la langue française qui peut entraîner de nouvelles difficultés, sachant que peu de traducteurs interviennent au niveau des ordonnances pénales et compositions pénales, pensant que finalement c'est tellement le bas du spectre de la réponse pénale que ça n'exigerait pas toutes les garanties qu'on pourrait attendre. Sur ce point-là, et particulièrement, on a aussi, nous, actuellement une réflexion au sein de Bobigny et du Conseil de l'Ordre, c'est que la composition pénale et l'ordonnance pénale déférée, ça veut dire à l'issue de votre garde à vue, vous êtes quand même conduit au tribunal pour être présenté devant un délégué du procureur qui va vous redonner une décision que vous pourrez plus ou moins contester, mais finalement qui est une décision assez rapide. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat saisi au titre de la commission d'office parce que l'aide juridictionnelle décidée dans ses formes actuelles n'ouvre pas droit à rémunération pour l'avocat. Et effectivement, le barreau de la Seine-Saint-Denis n'a pas les moyens de rémunérer des avocats spécifiquement de sa propre poche pour pouvoir assister ces personnes. Donc on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas d'assistance d'avocat, qui finalement se retrouvent propulsées dans un système judiciaire généralement pour la première fois, parce que c'est plutôt des premiers termes qu'on retrouve dans ce genre de poursuite, sans avocat, sans appréhension, sans compréhension, et après on va les voir plus tard, finalement arriver quelques mois plus tard, parce que cette interdiction de paraître qu'ils n'ont pas compris, et bien finalement sera poursuivi au titre d'une comparution immédiate après, et avec des enjeux évidemment beaucoup plus importants, vous l'aurez compris, car la comparution immédiate dont vous sollicitiez certainement l'abandon est évidemment un énorme pourvoyeur d'incarcération. Sur ça, je vous l'ai rappelé, oui, effectivement, les saisies et l'interdiction de paraître qui sont particuliers. Sur la période estivale, donc sur la période dite JO, on peut dire que nous n'avons pas vu à Bobigny d'apparition d'une délinquance élevée et en lien avec les JO, quelques affaires, une ou deux affaires de vol de matériel journalistique, une ou deux affaires liées à un peu de la billetterie, mais finalement pas de délinquance, d'opportunités liées aux JO, celles auxquelles nous aussi on s'attendait, je vous l'ai dit, on s'était préparé avec un renforcement de l'équipe des avocats intervenant chaque jour et renforcement de l'équipe des mineurs.
en pensant qu'il y aurait une délinquance d'opportunité à ce moment-là. Point du tout, finalement, une activité juridictionnelle assez classique, mais comme ça a été rappelé, l'ouverture d'une 3e chambre de CI, de comparution immédiate, alors qui n'a pas été usitée peut-être au terme de la comparution immédiate, mais qui a été usitée finalement pour un déstockage des très vieux dossiers de Bobigny, parce qu'à Bobigny, il faut savoir que nous jugeons encore des gens qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel en 2014, soit il y a plus de 10 ans, et que maintenant ils comparaissent devant la justice ayant refait la totalité de leur vie, mais ayant potentiellement commis des faits graves, ayant passé devant un juge d'instruction, ayant été pour certains en détention provisoire, et puis depuis plus de 8 ans, 6 ans, sous contrôle judiciaire, l'ayant respecté et devant se faire juger. Voilà, ça a aussi servi à ça, la 31e chambre. Elle a servi également parce qu'elle avait une audience le matin, en alternance matin et après-midi, à permettre que des personnes qui faisaient l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire au terme de la procédure de comparution immédiate, c'est-à-dire soit qu'ils demandaient un délai, parce que qui est de droit en comparution immédiate, et qui étaient placés sous contrôle judiciaire, ou il y avait un renvoi d'office pour surcharge d'audience, horaire tardif, et qui était placé sous contrôle judiciaire, pouvait à Bobigny faire l'objet d'un renvoi très très long. Des fois, on était jugé quasiment plus d'1 an après sur une comparution immédiate. Vous comprenez qu'il y a un système un peu paradoxal là-dedans. Mais là, a permis des renvois beaucoup plus courts, c'est-à-dire sur des gens qui ont comparu dans le cadre de la comparution immédiate en juillet, seront jugés par la 31e libre le matin aux alentours du mois de septembre. Ce qui déjà fait plus sens entre la commission de l'infraction et la réponse pénale. C'est pas complètement sur ça, il n'y a pas eu que des absurdités. C'est effectivement ce qui était rappelé, c'est que la justice ayant horreur du vide, quand les chambres étaient ouvertes, quand des magistrats étaient mobilisés, quand des greffiers étaient mobilisés, et également quand des agents de police au dépôt étaient mobilisés, eh bien ces chambres se sont remplies, soit pour juger tout un tas d'affaires avec des gens qui ont pu être reconvoqués, mais en tout cas, elles ont eu lieu, donnant lieu pour la 31e chambre à des très gros dossiers, des dossiers où les gens étaient très nombreux, par exemple 6, 8, ce qui demande évidemment à la juridiction une organisation toute singulière, et c'est bien normal, mais ça a permis ce genre de choses. Donc l'horreur du vide de la justice, elle a su très bien la remplir, mais pas spécifiquement vis-à-vis d'infractions liées au JO. Et on rappellera évidemment l'effort du greffe à Bobigny, auquel nous, avocats, nous sommes extrêmement liés et qui ont été extrêmement présents et sur le pont à ce moment-là. On a eu un petit couac au niveau de la juridiction balbinienne, c'est que les JO et les événements exceptionnels permettent des mesures exceptionnelles, a rompu avec un usage que nous avions depuis très longtemps, c'est qu'à Bobigny, nous pouvions circuler dans notre palais librement. Ça ne veut pas rien dire, nous pouvions toquer à la porte d'un magistrat et celui-ci nous répondait, et il y avait cette communication entre les avocats et les magistrats d'une façon assez simple et saine. À mon sens, plus une justice discute, mieux elle va. Il a été mis en place les badges, c'est-à-dire que maintenant on ne circule plus au sein de l'enceinte de Bobigny. On nous a dit que la sécurité primait, que la sécurité liée au JO était essentielle, et depuis le 1er juillet, c'est fini. On ne circule plus comme on veut à Bobigny. Des badges ont été remis aux avocats balbiniens pour accéder à certains services et pas d'autres, selon certains horaires et pas d'autres. Mais par contre, pour tous les avocats extérieurs, ils n'ont aucune possibilité d'avoir des badges, à savoir si les avocats balbiniens leur ouvriront la porte et prendront la responsabilité de les faire entrer dans les quartiers hautement sécurisés ou pas. En tout cas, il faudra certainement que la juridiction se prononce à terme de savoir ce qu'elle veut faire des avocats extérieurs. Comme je vous ai dit sur les sanctions, effectivement, des CI assortis avec beaucoup de mandats de dépôt, c'est un peu le sort de la CI, et une prison, la maison d'arrêt de Villepinte, qu'on rappellera, qui oscille entre 180 et 190% d'occupation depuis maintenant près de 2 ans, qui a connu en avril 40 matelas au sol, et qui, quand bien même, tient le bateau et tient la route, avec l'ouverture aussi d'un SAS à proximité qui a permis un peu de délester le nombre de détenus sur la maison d'arrêt de Villepinte. On a une suroccupation dont nous sommes le principal pourvoyeur. Je dis nous parce qu'effectivement, en lien avec la juridiction et surtout au titre de la commission d'office et en tant que coordinateur pénal de Bobigny, on fait aussi partie de ce service public quand on agit à ce titre, et du coup nous sommes finalement tous responsables à un moment de cette suroccupation et de l'inactivité qui va être liée, du surcharge pour les agents pénitentiaires de façon générale, de l'impossibilité de travail conséquent pour les services pénitentiaires d'insertion et d'insertion, plus l'absence d'activité
qui est quand même une réduction des activités notables pendant la période estivale. On comprend aussi que l'ensemble des personnes qui œuvrent en prison toute l'année prennent des vacances. Sur finalement 2 points peut-être topiques que je vais essayer de remettre en avant, et sur les difficultés directement judiciaires qu'on a pu rencontrer à Bobigny, effectivement la MICAS, donc on vous en a parlé, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, prises pour le temps des JO. Une MICAS c'est une durée de 3 mois, donc prise en juin, elle s'éteint en septembre, elle ne sera pas renouvelée. On a le cas exemplaire de cet agent aéroportuaire qui s'est vu remettre une MICAS pour avoir fréquenté la mosquée de Pantin en 2015. Pour vous dire, il y a 9 ans, le monsieur, qui n'avait jamais fait l'objet de poursuite par ailleurs, mais tout d'un coup, en juin, on lui dit « Hey gars, tu ne vas plus accéder à l'aéroport, ça fait 6 ans qu'il travaille à l'aéroport. » Bon, et bien voilà, pendant 2 mois, il n'aura plus de travail, finalement, et c'est peut-être tout l'enjeu qu'il y a des MICAS, parce que quand on vient d'un milieu militant, ou en tout cas d'un milieu intellectuel favorisé, qu'on a déjà eu à connaître avec la justice, peut-être, on a une facilité à contacter des avocats pour contester les MICAS, pour être allé à une garde à vue à la Courneuve. J'ai vu les gens le matin signer leur MICAS, donc il y avait 4 MICAS qui étaient suivis à la Courneuve. Sur les 4 qui sont venus signer, j'ai pu discuter avec 2 personnes à cet endroit-là, qui expliquaient qu'en fait, non, elles ne le contesteraient pas parce que c'était pas long, parce que ça avait l'air pour eux très compliqué de contester tout ça, et qu'elles ne s'engageaient pas dans cette voie, préférant évidemment pointer tous les jours et être astreint à ne pas quitter la Courneuve pendant les 3 mois de la durée de la MICAS. Il y a une certaine tristesse qui peut exister à cet endroit-là, de voir des gens finalement qui renoncent à l'usage de leurs droits, la restriction de leur possibilité d'aller et venir, et nous avons vu des condamnations que moi je dirais lunaires, c'est comme ça que j'appelle les choses, à des moments à Bobigny, pour un non-respect d'une MICAS, ok, pas de difficulté, ce monsieur avait pointé avec 1 heure de retard, et certainement avait donné un motif qui n'était peut-être pas le bon, peut-être ne s'est-il pas juste réveillé parce qu'il devait pointer à 9h et qu'il était arrivé à 10h et qu'il n'a pas voulu dire que son réveil n'avait pas sonné, mais en tout cas, il a dit simplement qu'il était malade ce jour-là, ce qui n'a pas été pris en compte, et la juridiction a trouvé ça censé de l'incarcérer pour les 2 mois restants de sa MICAS, comme ça au moins, eh bien, il la respecterait, vu qu'il serait dans les geôles de Villepinte, et que le temps de l'analyse de ses remises de peine, eh bien, il sortirait, sa MICAS serait finie. Voilà le genre de décision auquel nous avons été confrontés, en tout cas sur le non-respect de la MICAS. 2 mois d'emprisonnement pour 1 heure de retard, c'est cher payé pour une mesure que ce monsieur aurait certainement pu contester au vu de l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés au terme de la décision préfectorale. Un enjeu tout autre et qui est prégnant à Bobigny et qui n'existe pas que pendant les JO, qui a existé avant, qui existe pendant et qui va exister après, c'est cette pratique de la préfecture de délivrer des obligations de quitter le territoire en début de garde à vue, quand vous avez une obligation de quitter le territoire sans délai, c'est-à-dire que vous avez 48 heures pour la contester devant le tribunal administratif compétent, qu'on vous la donne en début de mesure de garde à vue, que cette garde à vue dure 48 heures. Si vous êtes déféré, évidemment, quasiment le délai est éteint. Alors, certains tribunaux administratifs ont quand même un peu l'amabilité de pouvoir accepter les recours compte tenu de l'impossibilité du justiciable de faire valoir ses droits, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on a ces délivrances d'OQTF sans délai. La bâtonnière de Seine-Saint-Denis a mis en place une permanence spécifique avec des avocats aguerris pour pouvoir contester et au moins pratiquer un mémoire sommaire de début de contestation avant de faire un mémoire complémentaire. Mais c'est une pratique qui est assez difficile à vivre pour les personnes qui n'ont pas tout à fait compris ce qui leur arrivait en plus de la garde à vue, l'OQTF. C'est ajouté à ça une pratique détestable de la juridiction, et je le dis comme ça parce qu'elle est détestable, c'est que, assorti de ces OQTF, il est possible pour la préfecture de prendre un avis de rétention à l'issue, c'est-à-dire un placement en centre de rétention administratif pour nous, quasiment, le Mesnil-Amelot, qui va être surcompétent et qui s'est très bien rempli pendant la période estivale. On a une pratique à Bobigny qui fait que des gens qui ont fait l'objet d'une OQTF pendant la garde à vue vont comparaître devant une juridiction. On a eu le cas topique d'un homme qui a comparu devant la juridiction 17e chambre, comparution immédiate, pour des faits absolument pas en lien avec les JO, pas de difficulté, mais qui a été relaxé.
À partir du moment où cet homme est relaxé, il devrait être remis en liberté. Mais là, le parquet de Bobigny a décidé que non. Finalement, ils allaient aider la préfecture et qu'ils allaient retenir cette personne sans le retenir, parce que les parquetiers nous expliquent que non, ils sont libres au sein du dépôt de Bobigny, c'est-à-dire des geôles de Bobigny, de circuler au sein du dépôt, pas libres de quitter le tribunal jusqu'à ce que quelqu'un puisse venir leur notifier leur arrêté de placement en rétention. Comme ça, il n'y a pas de difficulté, et on a comme ça des gens qui sont retenus dans les geôles sans droit ni titre. Moi, j'appellerais ça une détention arbitraire pendant 1 heure ou 2, le temps qu'on leur donne leur avis de placement en rétention. Cette histoire existe sur la 17e chambre avec quelqu'un qui a été relaxé. Cette histoire nous arrive de plus en plus sur des procédures qui sont encore plus, à mon sens, attentatoires au droit ou de la même façon. C'est des gens qui sont poursuivis sous le biais de comparution par procès verbal avec placement sous contrôle judiciaire, qui vont rencontrer un juge des libertés et de la détention qui va les placer sous contrôle judiciaire ou non, leur donnant des interdictions et des obligations, et qu'à l'issue de ça, ils sont libres, normalement, en CPVCJ, c'est l'acronyme pour le mode de poursuite dont je viens de vous parler. On remonte avec sa fouille des geôles et on repart directement de la salle du JLD, parce que le juge des libertés de la détention, au-delà du contrôle judiciaire, rend un ordre de mise en liberté de la même façon. Ces plutôt jeunes hommes, ce qu'on a rencontré, sont ramenés en geôle pour attendre que quelqu'un leur notifie cet arrêt de rétention. On voit là, au sein de Bobigny et de plus en plus, et je pense que la période estivale et la période JO a permis cela de plus en plus, une espèce d'accointance, d'amitié importante entre les services de la préfecture et les services de la justice, à mon avis faisant du mal à l'indépendance de la justice, qui devrait être le cœur de la défense, et en tout cas ce qui est pour nous le plus important, notre indépendance en tant qu'avocat, mais aussi l'indépendance de l'institution dans laquelle nous travaillons. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d'autres exemples via des confrères, via le syndicat, d'incarcération suite au non-respect d'une MICAS? Et est-ce que ce que vous évoquiez sur l'atteinte à la liberté de circulation dans la juridiction via la création du badge depuis le 1er juillet, est-ce que ça s'est observé dans toutes les juridictions en France? Alors, Paris, pour la circulation au sein des palais, on voit de toute manière plutôt un mouvement de fond de fermeture des palais. Très clairement, qui a existé, qui existe à Paris maintenant dans le nouveau tribunal, ou quand on est un avocat de l'extérieur, je ne sais pas comment ça se passe exactement pour les avocats parisiens, mais où on n'a pas de badge, on récupère un badge qui nous permet de passer un premier portillon, mais par exemple nous arrivons au service de l'instruction, et là nous sonnons, et nous attendons. Nous attendons derrière une petite musique lancinante qui nous dit que ça va arriver. La dernière fois que j'ai dû rencontrer un magistrat instructeur, ou que j'ai tenté de rencontrer en tout cas ce magistrat instructeur, au bout de 25 minutes désœuvré, je suis reparti, parce qu'il y avait bien un numéro de téléphone que je pouvais appeler, mais personne n'y répondait non plus. Donc au bout d'un moment, agacé et avoir frappé contre la porte, j'ai décidé de renoncer. J'ai finalement pu rencontrer ce magistrat par hasard dans un couloir finalement du rez-de-chaussée. Donc les choses se sont plutôt bien réglées pour moi, mais effectivement, ces entraves de circulation et de rencontre. Et je pense que en fait, la justice, elle œuvre bien quand tous ces acteurs sont bien ensemble, évidemment, mais trouvent leurs règles ensemble, et je ne suis pas sûr que les règles ensemble, c'est finalement nous empêcher de nous rencontrer. Je comprends que des greffes aient besoin aussi de calme pour travailler, et que si des avocats viennent les déranger toutes les 5 minutes, c'est pas pratique, mais il est, à mon sens, plus évident de créer des créneaux de rencontre que finalement de faire en sorte que nous ne puissions plus accéder aux magistrats et aux greffiers pour régler des problèmes qui finalement à coup de mail mettent des semaines à se régler, et dans le cadre d'une discussion pourraient être réglés extrêmement vite. Voilà, c'est ça que je trouve dommageable. Sur Paris ça existe, sur Pontoise ça existe, sur Évry ça existe, sur Bobigny maintenant ça existe, et en plus de notre côté on voudrait nous faire supporter la charge de remettre des badges aux avocats extérieurs, ce qui est hors de question, parce que finalement les gens salariés par l'ordre n'ont pas à prendre le rôle d'agent de juridiction qui, s'ils ont décidé de tout fermer, c'est eux aussi qui vont permettre aux avocats d'accéder aux choses, et certainement pas à l'ordre des avocats de salarier quelqu'un pour pouvoir permettre à la juridiction de se sentir à l'aise avec la restriction de mouvement. Sur les incarcérations MICAS, on a cette incarcération qui a eu lieu, mais aussi, ça tient, et je le dis très ouvertement, et c'est pas très grave, à la personnalité de certains magistrats qui ont l'incarcération plus facile que d'autres. C'est
c'est ainsi que va la justice, elle est faite de personnalité. On a eu aussi des décisions qui étaient plutôt des décisions de peine d'avertissement qui ont été prononcées. Mais il me semble à un moment que même les peines d'avertissement, même pour 25 minutes de retard, avoir un sursis simple qui vient sanctionner ça, ça me paraît extrêmement disproportionné, et c'est de toute manière, je pense que toute surimposition entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et trop de connexité entre ces pouvoirs risque de toute manière à terme d'avoir de graves conséquences, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas vers quel régime nous allons, on ne sait pas qui sera à la tête du pouvoir dans les années futures, et il faut préserver à tout craint, à mon avis, l'indépendance de la justice. Merci. J'ai une question sur les délits qui ont été créés par la loi JO, puisqu'elle a créé plusieurs délits, donc l'entrée illicite en récidive ou en réunion dans une enceinte sportive, le fait de pénétrer en récidive ou en réunion sur l'aire ou le terrain de compétition, et il y a eu également la création d'une peine d'interdiction de stade obligatoire en cas d'atteinte grave à la sécurité qui a été créée. Est-ce que ces infractions ont été utilisées au tribunal de Bobigny ? Alors, je vous dirais qu'en tant que coordinateur et par l'équipe mise en place par Madame Le Bâtonnier, effectivement, on reçoit l'ensemble des tableaux, donc c'est un système qui s'appelle TEDx, des déferlements du jour, et sur la totalité de la période d'été, vu que l'ensemble des coordinateurs se sont mobilisés aussi pour être là à ce moment-là, nous n'avons jamais vu ces infractions poursuivies, ou en tout cas pas sur les tableaux. Donc si ce n'est pas sur les tableaux, ça a peut-être été poursuivi différemment, ça sera peut-être poursuivi à terme de COPJ sur lequel nous n'avons pas accès, mais en tout cas je ne l'ai jamais vu au titre de déferlement. Là-dessus, je peux peut-être compléter. J'étais en train de regarder le recensement des données qu'on a obtenues, nous. Je vois 2 interdictions de stade prononcées au niveau... Donc, c'est des statistiques nationales. Hein, genre, je vois qu'il y en a déjà une à Paris. Donc, 2 sur, du coup, toute la période JO. Et sur l'ensemble du territoire. Oui, qui peuvent très bien concerner des stades, des matchs qui n'ont rien à voir avec les JO. Les Jeux Olympiques sur les personnes détenues et le respect de leur dignité. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la crainte qui avait été formulée effectivement assez tôt dans l'année d'une surincarcération pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Peut-être la première chose à dire, c'est que pour le moment, on n'a pas encore de données publiques qui permettent de dresser un bilan là-dessus. Alors je vais revenir sur le dispositif qui a été mis en place et qui a conduit à formuler cette crainte. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas les données. Devraient être publiées ces jours-ci les données au 1er août de la population carcérale. Mais on voit bien que même avec les données du 1er août, qui sont finalement une semaine après le début des JOP, on n'aura pas nécessairement un recul suffisant pour faire une analyse complète. Et comme les données sont publiées à peu près un mois après le temps réel, ça veut dire qu'il faudrait attendre jusqu'à fin septembre pour avoir un recul suffisant sur l'augmentation ou non de la population carcérale, avec cette subtilité aussi que ça fait 9 mois consécutifs qu'on a un record de nombre de personnes détenues, et donc de toute manière il faudra voir cette augmentation dans un contexte beaucoup plus général de surincarcération qu'on observe depuis très longtemps maintenant et qui conduit déjà hors JOP à une situation absolument dramatique. Il y avait eu quand même une demande qui avait été formulée par une sénatrice de Seine-Saint-Denis, Corinne Narassiguin, qui avait demandé au ministère de la Justice, dans le cadre d'une question orale, de transmettre de manière bimensuelle des données sur les flux entrants et sortants à la prison de Villepinte. L'idée étant justement de ne pas attendre fin septembre et de pouvoir voir en temps, pas réel, mais disons en tout cas plus proche de la réalité, s'il y avait un impact véritable pendant les JOP.
d'autant qu'elle avait visité début avril cette prison, comme ça a été rappelé par Maître Arnaud, qui était autour de 180% de surpopulation carcérale. Ce à quoi le gouvernement a répondu « Nous ne pouvons pas vous communiquer les données prévisionnelles jusque mi-septembre des flux entrants et sortants à la prison de Villepinte ». Évidemment, la sénatrice étant pressée de préciser qu'elle ne demandait pas des données prévisionnelles, mais des données lorsqu'elles seraient constatables, mais elle n'a jamais eu de réponse à cette demande. Donc ça pose clairement un problème de transparence des données pour que les parlementaires, mais aussi beaucoup plus généralement pour que la société civile puisse s'emparer de ces données-là et puisse s'exprimer démocratiquement, en fait, tout simplement sur des sujets qui les concernent. Et puis ça pose aussi la question des données qu'on décide de publier, en termes d'orientation politique aussi, parce que par ailleurs, on a quand même constaté la publication hebdomadaire d'un tableau de suivi statistique de la délinquance enregistré pendant les JOP, auquel avaient accès tous les citoyens et citoyennes de France. En attendant ce bilan, enfin ces données chiffrées et le bilan qu'on pourra établir à ce moment-là, ce qu'on peut néanmoins dire sans attendre, c'est que le dispositif mis en place en prévision des JOP, c'est un dispositif qui pousse à son paroxysme les politiques de surincarcération qu'on observe depuis maintenant un certain temps, et en particulier en continuant à faire de la prison la référence du système pénal. D'ailleurs, c'est intéressant, vous posiez la question, est-ce que ces infractions, ces nouvelles infractions, elles ont été utilisées ? En réalité, au-delà de l'utilisation, là aussi très concrète, ce qu'on observe, c'est que le fait de créer ce type d'infraction, finalement, va banaliser le recours à l'incarcération pour des faits pour lesquels, hors ces événements, hors contexte, on n'aurait jamais recouru à la prison. Donc finalement, quel que soit le bilan chiffré qu'on fera du nombre d'audiences supplémentaires en termes de comparution immédiate, du nombre d'années d'emprisonnement ferme qui aura été prononcé ou d'incarcération, ce qui est déjà dramatique aujourd'hui, c'est de se dire que pour un événement qui se disait exemplaire en termes d'inclusivité, où on devait avoir une image exemplaire sur la scène mondiale, puisque c'est vraiment les termes qui étaient employés dans les circulaires, on a eu une politique qui prônait l'incarcération, et en particulier l'incarcération des plus précaires, comme modèle de société. Voilà, avec toujours en fond aussi cette idée assez absurde et très populiste du zéro délinquance, d'une part, et puis d'autre part que la prison, ce serait la solution la plus efficace. Alors même qu'au contraire, toutes les données montrent que non seulement c'est la solution la plus coûteuse financièrement, mais que c'est aussi la solution la plus coûteuse socialement, et qu'il suffit de regarder les pourcentages de récidive. Finalement, la peine de prison, c'est celle qui conduit le plus de nouveau à la prison. Alors très concrètement, le dispositif donc, qui a été mis en place et qui a poussé à ces craintes très fortes de surincarcération, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est la présence policière, en tout cas qu'à Paris, je pense, tout un chacune a pu constater, puisque c'était difficile de se mouvoir sans croiser des forces de police à chaque coin de rue. Donc ça, c'était voilà, il y avait des données qui avaient été annoncées à l'avance, une très très forte mobilisation. En amont des JOP, il y avait une magistrate de Bobigny qui avait témoigné auprès de l'OIP de consignes très claires autour de l'idée de place nette dans les rues, et un procureur qui demandait à ce que la priorité soit sur les vendeurs de cigarettes contrefaites. Il y avait aussi eu en avril en Seine-Saint-Denis le directeur territorial de la sécurité de proximité qui annonçait plus d'une centaine d'opérations anti-vente à la sauvette, avec une concentration vraiment inédite de moyens sur la lutte contre la contrefaçon, que ce soit de cigarettes ou de grandes marques d'ailleurs. Voilà, donc encore une fois, on a principalement une concentration des moyens sur la délinquance de rue, qui est aussi parfois appelée délinquance de subsistance. Il y avait à côté de ça, donc effectivement, les audiences supplémentaires de comparution immédiate qui avaient été prévues. Il y a Paris, Bobigny qui ont été cités. Il y avait aussi Marseille, Meaux, Papeete, Saint-Étienne et peut-être d'autres.
Et ça a été rappelé, les comparutions immédiates, ça joue un rôle très fort dans la dynamique de surincarcération qu'on connaît aujourd'hui. C'est une procédure de jugement rapide qui est extrêmement pourvoyeuse d'incarcération et à laquelle on recourt pourtant toujours davantage. Alors, je dis pourtant, mais en réalité, on peut se demander si c'est pas à dessein non plus. Et au-delà du recours à la détention provisoire auquel ça mène, c'est à peu près 8 fois plus de probabilité d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Ça, ce sont des études qui montrent que, toute chose égale par ailleurs, si vous passez en comparution immédiate, vous avez 8,4 fois plus de risques d'avoir une peine de prison ferme qu'en audience classique de jugement. Et donc ça, encore une fois, peu importe finalement, enfin peu importe non, évidemment le bilan chiffré sera intéressant, mais au-delà du bilan chiffré, qu'on soit capable d'anticiper en organisant des audiences supplémentaires de comparution immédiate, ça dit bien aussi la place qu'on est prêt à laisser à une incarcération de masse pour un événement qui se veut inclusif et festif en France. Alors, c'est une procédure particulièrement pourvoyeuse d'incarcération, notamment parce qu'on a un temps de préparation qui est quasiment nul, et donc avec lui, une compréhension des situations individuelles qui est extrêmement restreinte. Cet été, il y a eu des membres de l'Observatoire international des prisons qui sont allés observer des comparutions immédiates pour voir un petit peu ce qui se passait. Alors évidemment, il n'y a aucune prétention à l'exhaustivité, ni à un bilan qui serait complet de ce qui s'est passé en comparution immédiate. Mais il y a deux choses quand même intéressantes. C'est d'abord, ce qui a été constaté, c'est effectivement cette impossibilité de regarder la situation individuelle de la personne et de la prendre en compte au moment du prononcé d'une incarcération. Il y a eu un cas très parlant d'une personne sous curatelle renforcée, qui déclarait avoir un trouble schizophrénique, qui disait vivre dans un logement thérapeutique, toucher l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ce que la curatrice avait confirmé en garde à vue. Mais l'audience étant un samedi, au moment de l'audience, la curatrice n'a pas pu être jointe pour apporter des preuves de tout ça. Et donc, la procureure a estimé que les propos étaient purement déclaratifs. Et comme il y a eu un renvoi d'audience, la personne a été placée en détention provisoire pour plusieurs semaines. L'audience, elle a duré à peu près 15 minutes. Donc ça, c'est le premier point qui est loin d'être anodin. Le deuxième, c'est que, alors effectivement, sur cette question des affaires estampillées JOP, c'est extrêmement complexe. Et ce qui a été observé, c'est que, bon, évidemment, il n'y a pas de circonstances aggravantes juridiquement, qui soient reconnues juridiquement pour les JOP. N'empêche que pendant les audiences, ça a pas mal été évoqué. Comme un élément un petit peu contextuel. Donc, par exemple, voilà, une personne qui est soupçonnée d'avoir volé un touriste qui est venu pour les JOP, c'était quelque chose qui était appuyé, qui était particulièrement reproché à la personne, à qui on disait d'ailleurs qu'elle était probablement venue à Paris exprès pour venir abuser des touristes qui devaient quand même pouvoir profiter des JO sans craindre d'être volés. Voilà. Et en faisant du coup des JOP finalement une circonstance particulière, ce qui a semblé d'ailleurs confirmé par l'envoi d'un bulletin quotidien par c'était le parquet de Paris à des journalistes, ce qui ressemblait en tout cas à un bulletin quotidien où il y avait des affaires estampillées JOP, et dans celle-ci, on avait des infractions tout à fait classiques de vol, mais parce que ça concernait un ancien footballeur professionnel, parce que ça concernait le vice-président d'une société voilà, de boissons très connue, c'était un vol d'une Rolex. Voilà. Donc on était sur des choses qui étaient vraiment sans lien direct avec les JOP, et encore une fois, ça a été dit au préalable, mais uniquement pour des questions de lieu ou de personnes concernées. Et puis le troisième point, donc dispositif policier, les comparutions immédiates et cette dynamique de pénalisation de toujours plus de comportements. Alors, vous avez évoqué la loi JOP et les infractions qui avaient été créées à ce moment-là. Il y avait aussi un exemple très frappant de la proposition de loi sur la sécurité dans les transports,
qui avait quand même été adopté par le Sénat, avec le soutien du gouvernement, qui avait d'ailleurs prononcé la procédure accélérée pour s'assurer que ce texte passe bien avant les JOP. Et ce texte prévoyait de rendre passible de 6 mois de prison la répétition habituelle d'à peu près une trentaine de comportements dans les transports en commun et aux abords des gares, parmi lesquels il y avait jouer de la musique, vapoter, mendier dans les transports en commun. Alors, la dissolution de l'Assemblée nationale a rendu caduque cette proposition de loi, comme toutes celles qui étaient encore en cours d'examen. Mais le président du Sénat a décidé le 23 juillet, il pouvait donc transmettre un certain nombre de propositions de loi à l'Assemblée nationale, et cette proposition de loi en a fait partie. Donc c'est quelque chose qui va être de nouveau soumis, enfin qui est de nouveau soumis à l'Assemblée nationale et qui pourrait être voté. Et donc là encore, les JOP se sont vraiment pleinement inscrits dans la logique, cette dynamique de long cours de création et de durcissement des infractions punies de prison. On avait observé pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron au moins 120 infractions punies de prison qui ont été créées ou durcies. Ça, c'était une enquête du Monde qui l'avait montré. Et puis à l'OIP, on avait poursuivi en élargissant un peu la fenêtre d'analyse sur les 6 premiers mois de 2023. On avait regardé en termes de propositions de loi, projets de loi, tout ce qui en fait était amené à être discuté par le Parlement et qui était créateur d'infractions punies de prison ou qui durcissait les peines encourues. Sur les 6 premiers mois de 2023, on a observé pas moins de 200 propositions de modification qui allaient dans ce sens. Donc là encore, une telle proposition de loi, assez spécifique JOP, en tout cas présentée comme telle au moment de l'examen, qui s'inscrit vraiment dans la droite continuité de cette banalisation de dès qu'on veut réprimer quelque chose, on prône l'incarcération comme solution. Voilà, donc l'idée principale, c'est quand même de dire, évidemment, il faudra dresser un bilan chiffré de tout ça, mais les conséquences de ces dispositifs, elles ont un coût qu'on connaît déjà, c'est le fait d'avoir accepté de banaliser le concentré de toutes ces dérives sécuritaires qui ont été évoquées aussi par les autres personnes présentes ici, et qui tournent quand même autour, globalement, de l'invisibilisation et de la criminalisation des personnes précarisées, du recours massif à des procédures de jugement expéditives et à des mesures administratives de privation de liberté, et puis aussi, évidemment, la question de la surveillance généralisée qui a été évoquée hier. Et cette banalisation de la répression et de l'incarcération, elle est vraiment, alors plutôt en amont même des JOP, elle s'est vraiment liée à ce qui a été dénoncé comme un nettoyage social par le collectif, notamment Le Revers de la Médaille, qui regroupe une centaine d'organisations dont l'OIP fait partie, et qui dénonçait ce zèle manifeste à vouloir invisibiliser et criminaliser les personnes précarisées. Juste un mot quand même sur le fait que tout ce que je viens de dire, c'est absolument aux antipodes du changement de prisme dont on a absolument besoin aujourd'hui si on veut sortir de la crise pénitentiaire dans laquelle on est. Pendant que nous avions tout ça en France, le nouveau gouvernement britannique a, lui, au bout d'une semaine, une semaine après son arrivée au pouvoir, annoncé qu'il mettrait en place un mécanisme de régulation carcérale. Il était question de prison au bord de l'asphyxie, d'une crise pénitentiaire, d'un point de rupture absolu, parce qu'il y avait un risque d'atteindre les 100% d'occupation des prisons au niveau national. En France, on est à plus de 150% de moyenne dans les maisons d'arrêt. Les derniers chiffres, c'était plus de 10 000 personnes incarcérées en 4 ans après la baisse pendant la crise sanitaire. On a plus de 3500 personnes qui dorment sur des matelas de fortune qui sont posés au sol.
On a des témoignages de personnes qui sont 8 dans 15 mètres carrés. Et c'est l'inertie la plus totale. Et même dans le cadre des JOP, où il y avait cette crainte très forte de surincarcération, et donc qu'à cette crise pénitentiaire vienne s'ajouter encore une nouvelle crise, la seule solution qui a été proposée, ça a été une gestion de flux. Donc ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'était on transfère des personnes détenues d'établissements les plus surpeuplés, notamment Villepinte, dans des établissements moins surpeuplés, au prix d'un accompagnement toujours plus dégradé des personnes détenues, qui deviennent véritablement des variables d'ajustement de la politique. Donc à Villepinte, lors de la visite de la sénatrice, il avait été effectivement annoncé un objectif de libérer 120 places en envoyant les personnes dans des structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS, qui sont quand même censés avoir un objectif particulier et qui ont été utilisés là aussi pour une simple gestion de flux, vers un nouveau centre de détention annexé à Fleury-Mérogis, qui est déjà la plus grande prison d'Europe, 400 nouvelles places qui étaient utilisées pour ces transferts. Alors, je fais une petite parenthèse sur le fait qu'à l'OIP, on dit très souvent que la construction de nouvelles places de prison ne sert absolument pas à lutter contre la surpopulation ou les conditions indignes de détention. Bon, c'est très factuel, hein. Ça n'a pas d'effet, mais en plus, on voit bien qu'en dépit du discours du gouvernement, on se réjouit. Éric Dupond-Moretti disait que l'ouverture de ces 400 places arrivait à point nommé en amont des JOP. Donc ça pose un petit peu question sur les véritables intentions de ces programmes de construction qu'on dénonce maintenant depuis des dizaines d'années. Et puis il y avait même des transferts évoqués éventuellement vers d'autres directions interrégionales des services pénitentiaires. Alors, sur volontariat, c'est peut-être évident, mais ça vaut quand même la peine d'être dit. La question du volontariat, quand on est une personne privée de liberté et qu'on est soumis à une situation de surpopulation dramatique et à tout ce qui va avec, c'est quand même à relativiser. Et là encore, alors c'est vraiment appelé par le gouvernement de manière totalement décomplexée des opérations de désencombrement. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est fait depuis un certain temps, mais on a eu des témoignages de personnel pénitentiaire qui disaient là on a vraiment senti une accélération en amont des JOP, alors même que c'est au-delà de la question de variables d'ajustement, c'est une politique qui atteint ses limites puisque les centres de détention en 3 ans sont passés d'une moyenne de 90% d'occupation à 97% d'occupation. Donc on voit bien que la marge de manœuvre qui reste est extrêmement faible. Et la conséquence, c'est qu'on a des centres de détention qui sont traditionnellement donc réservés à des personnes condamnées pour des moyennes ou longues peines, qui vont accueillir des personnes condamnées à ce qu'on appelle des courtes peines. Alors, je mets des guillemets sur courtes peines, parce qu'on parle quand même de peines qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison, ce qui en réalité est loin d'être court. Et le résultat, c'est que, par exemple, au centre de détention de Neuvic, les personnes se retrouvaient à 2 par cellule, et pareil, c'était volontaire, mais si elles acceptaient, elles sortaient plus vite du quartier arrivant. Donc là aussi, on voit que la volonté est quand même d'une certaine manière contrainte. Ça peut impliquer aussi un éloignement, donc des complications en termes de maintien des liens familiaux qui est loin d'être anecdotique, et un risque de rupture dans un quotidien carcéral où les relations sont parfois très compliquées à mettre en place, où le projet d'exécution de la peine peut être compliqué à mettre en place, ou peut-être on a un travail, une formation professionnelle, sans parler d'éventuels projets d'aménagement de peine qui peuvent être complètement suspendus par un transfert d'établissement pénitentiaire. Et pour finir, peut-être juste un mot rapide sur les MICAS, dont on a déjà parlé, pour juste mettre l'accent sur le fait que ces mesures donc individuelles de contrôle administratif et de surveillance, elles ciblent assez fortement les anciennes personnes détenues. En fait, donc théoriquement, ce sont des mesures qui sont prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, mais en réalité, les faits
qui sont allégués n'ont généralement aucun rapport direct avec ça. Et comme il n'y a pas la nécessité d'établir l'existence d'un projet ou d'intention précise, en fait, souvent on se base sur des fréquentations ou par exemple sur le passé. Et donc une personne qui a un jour été incarcérée pour des motifs liés au terrorisme vont souvent être ciblées. Et là d'ailleurs il y avait une note de Gérald Darmanin qui demandait de recourir systématiquement pendant les JOP au MICAS à l'encontre des personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou fortement radicalisées. Et ça va concerner des personnes qui potentiellement ont purgé leur peine il y a des années et qui ont totalement reconstruit leur vie. On a eu des témoignages à l'OIP de personnes qui disaient, voilà, c'est comme si depuis les années où je suis sortie de prison, je n'avais rien reconstruit, on me replonge dans mon passé, et ce qui constitue autant d'entraves à la réinsertion, et qui est complètement paradoxal, puisque au prétexte en voulant séduire l'opinion publique, de faire un affichage de fermeté, finalement, on va au contraire stigmatiser et désocialiser les personnes visées, quitte d'ailleurs à anéantir tout le sens de réhabilitation qui peut accompagner la peine. Et plus largement, ça veut aussi dire que votre passage en prison, vraiment, ça confirme la marque indélébile que ça va laisser sur vous, le fait que ce passage, peu importe le temps qui se sera écoulé, pourra motiver de nouvelles mesures de privation de liberté plus tard, jusqu'au retour derrière les barreaux. Maître Arnaud a donné un exemple d'incarcération suite au non-respect des obligations, qui sont d'ailleurs très peu individualisées. Nous, on avait entendu parler d'un cas, mais c'était peut-être aussi un cas que vous aviez, d'une personne qui avait mis plus de 2 semaines à avoir la correction de l'horaire pour pointer au commissariat parce que c'était incompatible avec son activité de travail. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être anecdotique ou ponctuel. Merci beaucoup. Effectivement, nous, en tout cas, on a toujours défendu le mécanisme de régulation carcérale. C'est une proposition de mon collègue Hugo Bernalicis. C'est sur le plan des 18 000. On ne manquera pas de déposer nos amendements dans le cas où ce ne serait pas un gouvernement du nouveau Front populaire qui établira le budget sur le PLF, la loi de finances pour 2025, qui est déjà en cours de préparation par le gouvernement démissionnaire et sur laquelle nous n'avons aucune information à ce stade. Et bien sûr, sur les MICAS, on est nous aussi opposés à ceux qui fondent la doctrine qui fonde ces mesures, c'est-à-dire fondée sur la notion de dangerosité qui n'a aucun sens et qui est, autant le dire, extrêmement dangereuse. Et on s'était toujours opposé à la fois à la loi SILT quand elle a été votée fin 2017, à la fin de l'état d'urgence prolongé sous François Hollande, puis au début du quinquennat Macron. Et également, on est un des seuls groupes qui s'était opposé à la loi terrorisme et renseignement, qui a pérennisé de manière définitive la loi SILT dans le droit commun en fin de premier quinquennat Macron. Est-ce que vous auriez des exemples de cas en détention directement liés au JO, c'est-à-dire des suppressions de créneaux de parloirs, des suppressions d'activités, des violations, par conséquent pour ce qui est des parloirs du droit à une vie privée et familiale, etc., ou pas du tout? Vous n'avez pas eu de remontée pour l'instant? Non, là aussi, c'est un peu tôt pour établir un bilan. Alors, on avait quand même eu, en amont des JOP, des personnels pénitentiaires qui nous informaient du risque de suspension d'activité ou de permission de sortir. Voilà, tout ce qui pouvait être présenté comme faisant peser un risque particulier par rapport au JOP. On avait aussi entendu parler, c'était par la protection judiciaire de la jeunesse, de jeunes qui seraient envoyés loin de Paris dans une sorte de colonie pour surtout éviter tout risque de problème en région parisienne.
Voilà, mais c'est des choses sur lesquelles, pour le moment, on n'a pas communiqué, on n'a rien publié parce que ça semble encore parsemé en termes d'informations et donc on attend d'avoir un peu plus de matière pour pouvoir poser un bilan. Et là aussi, il y a peut-être une question quand même contextuelle à garder en tête, c'est qu'on est l'été, il y a quand même beaucoup d'établissements pénitentiaires qui déjà l'été voient les associations bénévoles qui sont nombreuses à intervenir. On en parle peu, mais en réalité, un très grand nombre des activités auxquelles ont accès les personnes détenues se font grâce à du bénévolat. Et avec l'été, beaucoup d'associations finalement suspendent les activités. Et donc, il y a moins d'activités en été pour les personnes détenues de manière générale. Peut-être une question pour vos 3 organisations. Est-ce que vous comptez publier des rapports ou faire des publications spécifiques sur les Jeux Olympiques dans les semaines ou mois à venir, quand il y aura à la fois plus de données statistiques, mais aussi plus de retours d'expérience de vos différents collègues ? Pour le syndicat de la magistrature, non, ça ne fait pas partie des projets. Je pense notamment parce qu'on... Enfin, je doute qu'on ait suffisamment de données et le temps aussi de les analyser. Voilà, donc je ne pense pas qu'on publiera quelque chose de spécifique. Après, on sera amené éventuellement à réutiliser cette expérience pour d'autres travaux, mais voilà, il n'y aura pas de... Sur le SAF, il y a la lettre du SAF qui sort régulièrement, qui nous avait sollicité au titre national, notamment sur la section SAF 93, de rédiger un article autour de l'organisation des JO, et c'est ce que je mettais en avant sur l'équipe de coordination mise en place par Madame Le Bâtonnier, la coordination au QTF sans délai qui a été mise en place. Et pareil, il faut quand même saluer nos confrères qui ont participé des contestations de ces obligations de quitter le territoire de façon bénévole, parce que de toute manière, il n'y avait pas le temps de mettre en place aucune forme de rémunération, même au titre de l'aide juridictionnelle, compte tenu des délais, donc à voir à réguler après, mais en tout cas qui sont toujours engagés dans le travail pour que les gens puissent au moins faire valoir leurs droits là-dessus. Donc effectivement, une écriture là-dessus. On nous a demandé pour la rentrée ou à terme, avant décembre, de tirer un bilan qui sera moins un bilan chiffré, parce que au final, je crois qu'on n'aura quand même pas énormément de chiffres en lien directement avec les JO à communiquer, mais sur le sentiment et sur la marque, évidemment que ça mettra sur que ça a pu avoir sur la juridiction et sur nos relations avec les magistrats au sein du tribunal judiciaire de Bobigny. Une réponse un peu similaire pour l'Observatoire international des prisons, si ce n'est que on a déjà publié ce dossier que vous avez mentionné dans notre revue Dedans Dehors sur les JOP, qui dresse donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait que c'est déjà un bilan en soi, de se dire que tout ça a été mis en place et tous les effets que ça va avoir en termes de banalisation de l'incarcération. Ensuite, un peu de la même manière, ça dépendra des données qui sont publiées ou des retours de terrain qu'on aura sur l'impact que ça a pu avoir pour les personnes détenues. Ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui maintenant va continuer de s'inscrire dans les exemples assez forts de ce qu'on est capable de mettre en place, encore une fois en termes de banalisation, et donc dans cette politique qui semble peu prête, en tout cas pour le moment, de s'arrêter. Et puis il y a eu aussi le rapport un an du revers de la médaille sur le nettoyage social auquel on avait participé. Et donc si nouveau bilan il y a après les JOP, on y participera très certainement. Merci. La défenseur des droits s'est auto-saisie en janvier sur les conséquences des Jeux Olympiques sur 5 volets, dont le volet liberté fondamentale, notamment sur la question de la vidéosurveillance algorithmique qu'on a évoquée. Est-ce que vos organisations ont été sollicitées dans le cadre de cette enquête indépendante ? Moi, pas à ma connaissance. Pareil. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, je voudrais revenir effectivement sur le fait qu'il y a eu une délinquance qui a existé et les chambres qui se remplissaient du fait aussi de la présence policière. Ça avait été rappelé là et rappelé par les membres de l'OIP, que effectivement sur la délinquance de rue,
qui a été poursuivi, on l'a rappelé effectivement sur cette idée place nette, mais que quand on demande à des juridictions de fournir des tableaux avec des chiffres et qu'on a mobilisé tout un ensemble d'acteurs, il vaut mieux rendre des chiffres positifs. Donc évidemment, on a une tendance à la poursuite. C'est aussi le problème de demander des chiffres. C'est que, alors, j'aurais plus là-dessus sur plutôt le taux de poursuite du ministère public, qui effectivement n'a pas envie de dire que finalement il a mobilisé nombre de greffiers en leur disant de ne pas partir en vacances, que ce serait plus tard, de magistrats, etc., et pas donner des chiffres en conséquence. Donc évidemment, en comparution immédiate des vendeurs de bananes, j'ai toujours trouvé ça relativement absurde. Mais voilà, il en est. Ces JO, je pense, auront coûté extrêmement cher aux finances publiques. La justice a réellement besoin d'argent, tant dans son volet judiciaire que dans son volet pénitentiaire. Et quand je parle pénitentiaire, je ne parle pas évidemment de places de prison, je parle des acteurs et des conseillers pénitentiaires qui, en tout cas sur la Seine-Saint-Denis, traitent beaucoup trop de dossiers, doivent avoir entre 120 et 150 suivis. C'est pas acceptable pour des gens qui finalement sont censés œuvrer à la construction d'un parcours d'insertion, et puis c'est juste pas possible en fait. Voilà. Donc, je pense que beaucoup des conseillers font ce qu'ils peuvent, mais que actuellement les moyens de la rentrée, je dirais qu'on a mis dans les JO, j'aurais préféré qu'elles soient pour que nos enfants qui aient des handicaps puissent aller à l'école et pas rester à la maison avec des cours particuliers quand les parents ont les moyens de les payer. Merci beaucoup d'être venu. Si vous n'avez pas d'autres ajouts, c'est tout pour moi. Merci.